Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, considérons maintenant un système qui est composé de plusieurs parties. Ces différentes parties peuvent elles-mêmes être en mouvement, elles peuvent aussi être liées entre elles ou pas. Pour illustrer un exemple, considérons deux nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons, deux nucléons qui sont liés dans un noyau, le noyau d'un atome. Appelons M1 la masse du premier, M2 la masse du second. Comme ils peuvent être en mouvement, ils sont affectés d'un facteur gamma, à gamma 1 et gamma 2. Dans ce cas, l'énergie totale de ce système, l'énergie totale va être M1 C carré, l'énergie propre, fois gamma 1, puisqu'ils sont éventuellement en mouvement, plus M2 C carré gamma 2, plus U, une certaine énergie potentielle de liaison entre ces nucléons. Pour un système stable, pour un noyau stable, disons un noyau de deutérium, qui est d'hydrogène lourd, composé d'un neutron et d'un proton, qui est stable. Dans ce cas-là, cette énergie potentielle est négative, et donc l'énergie totale est plus faible que pour les nucléons séparés, ce qui garantit ainsi la stabilité du système. Notons qu'une telle relation relativiste, en général, s'impose pour des noyaux, vu les énergies en jeu, mais on peut aussi avoir une telle relation en physique classique. Il suffit d'utiliser alors l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, avec V1, V2, les vitesses des particules. On peut aussi voir le système, non pas partie par partie, mais comme un tout. C'est-à-dire, par exemple, pour nos deux nucléons, comme un noyau. Un simple noyau, dont on ignore volontairement les détails internes, qui a une certaine masse M au repos. Alors bien sûr, ces constituants peuvent être en mouvement, mais ceux-ci vont être en mouvement autour d'un certain centre de masse, donc une position moyenne de la masse qui est à l'intérieur du noyau, et ce centre de masse, donc le centre du noyau, peut être immobile. Dans ce cas-là, vu comme un tout, l'énergie du noyau, l'énergie totale, c'est mc carré. C'est la masse du noyau fois c carré pour un objet au repos. Et donc, mc carré est égal à l'expression ci-dessus. Ce qui veut dire que la masse du noyau, vue comme un tout, est différente des masses séparées des deux nucléons. Ainsi, on a la masse, en divisant tout par c carré, la masse égale M1 gamma 1 plus M2 gamma 2 plus U sur c carré. Si les vitesses des constituants sont petites devant la vitesse de la lumière, ce qui est en général le cas, les nucléons ont une très très grande énergie, donc ils pourraient être assez rapides, mais comme ils sont très massifs, leur vitesse reste raisonnable. Dans des cas extrêmes, comme des noyaux lourds, comme l'uranium, ça peut ne plus être vrai. Pour des petits noyaux, cette approximation est tout à fait valable. Dans ce cas-là, gamma 1 et gamma 2 sont environ égales à 1. Et donc, la masse totale, c'est M1 plus M2 plus U sur C carré. Ce qui veut dire que la masse totale est plus petite, puisque, rappelons-nous, cette énergie potentielle est négative. Et donc, la masse est plus petite. Et la différence, ici, est appelée delta M. La variation de la masse du fait qu'ils sont liés ensemble. Et c'est appelé, en physique nucléaire en particulier, on appelle ça le défaut de masse, puisque c'est une diminution de la masse une fois le noyau formé.
Dans les noyaux, cette énergie est particulièrement importante. U est très élevé à cause des interactions nucléaires qui sont très fortes, très puissantes, donnent une énergie importante. Et donc, un défaut de masse relativement important et qui peut être tout à fait mesurable. Quand on pèse les atomes, on ne fait pas, c'est la somme des protons, des neutrons, des électrons qui interviennent pour une toute petite partie, ils sont très légers, mais il y a des variations notables dues à ce défaut de masse dont il faut tenir compte. Alors considérons par exemple un proton et un neutron qui s'attachent ensemble pour former PM, un noyau de deutérium. La différence de masse est delta M, et donc il va y avoir libération de l'énergie delta MC carré. Le défaut de masse est libéré sous forme d'énergie. Cette énergie n'est rien d'autre que l'énergie nucléaire, qui est utilisée dans la fusion, pour cet exemple, ou dans la fission, dans les réacteurs nucléaires. Et cette énergie, du fait de U très grand, delta M très grand, c'est une énergie particulièrement importante, énorme. D'où la puissance des réacteurs nucléaires. Donc, les électrons dans un atome, qui sont liés dans un atome, on a exactement la même chose. On a tout à fait ça. Mais l'énergie potentielle, ici, est très faible. Rappelez-vous, 13,6 électronvolts pour l'hydrogène. Alors que l'énergie de masse d'un électron, c'est 512 000 électronvolts. Et pour le proton, qui est le noyau de l'hydrogène, un seul proton, c'est encore plus élevé, 1000 fois plus élevé. Et donc, cette énergie de liaison est très très faible par rapport aux énergies propres, à la masse propre. Et donc, le défaut de masse est minuscule, négligeable, souvent non mesurable. Un autre cas intéressant, c'est celui de deux photons. Considérons deux photons, un qui se dirige, on va dire, vers la droite, et un autre vers la gauche. Il est évident, c'est un système à deux parties, deux photons, mais il est évident qu'ils ne sont pas liés. Les deux photons passent simplement l'un à côté de l'autre. Disons qu'ici, c'est le centre. Quand le photon est là, celui-là là, le milieu est ici. Les deux photons se déplaçant à la même vitesse, C, vitesse invariante, constante, le centre est immobile. Les deux photons s'éloignent de la même manière et donc le centre est au repos. Il l'est même pour tout observateur d'ailleurs. Alors disons que l'énergie des photons, c'est, on va la noter, EP, l'énergie d'un photon. Dans ce cas-là, l'énergie totale, c'est 2EP. Ici, pas d'énergie potentielle, ils ne sont pas liés ensemble. Et si on considère l'ensemble comme un tout, cette paire de photons comme un seul système, il est au repos, son centre est immobile, et donc il lui correspond une masse qui est égale à 2EP sur C carré. Et donc la masse de ce système est différente de zéro. Voilà quelque chose qui peut paraître étonnant. Les photons séparés n'ont pas de masse, mais l'ensemble a une masse. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve en relativité. Notons que lorsque l'on a un électron et un positron qui s'annulent, phénomène dont nous avions parlé, qui s'annihilent, ils vont donner deux photons. En fait, ils donnent exactement ça. S'ils sont pratiquement au repos, les deux photons vont partir dans des directions opposées. Et donc, on retrouve exactement cette situation. Et comme l'énergie des photons est égale à
la masse d'un électron fois C au carré, 512 000 électronvolts, on retrouve pour la masse du système exactement la masse de l'électron et du positron. Ce qui veut dire que la masse est conservée. La masse totale est une grandeur conservée. Il se fait aussi qu'elle est invariante. Donc la même pour tout observateur. Alors, pourquoi ce comportement? Alors, les physiciens, ils adorent tout ce qui est quantité conservée et invariante. Bon, ce n'est pas toujours possible, et quand ils le peuvent, ils préfèrent définir une grandeur, et ses méthodes de mesure, etc., de telle manière qu'elle soit conservée et invariante. Il y a deux raisons à ça. D'abord parce que, comme elle est constante et comme elle est invariante, elle ne dépend pas de l'observateur, elle caractérise vraiment le système. Elle définit une propriété intrinsèque du système, qui ne dépend pas de celui qui fait la mesure, qui observe, qui ne dépend pas du temps. Donc c'est vraiment une propriété intrinsèque de la nature de l'objet. D'autre part, des quantités qui sont constantes et invariantes, ça simplifie les calculs. Il y a aussi d'autres raisons liées à la mécanique quantique, peu importe ici. Il se fait que, quand on tente de définir les différentes grandeurs, quand on tente de définir la masse, il y a plusieurs manières de faire. On peut la mesurer de plusieurs manières, donc plusieurs grandeurs différentes, et il y en a une des grandeurs qui caractérisent la masse, mais qui sont des grandeurs différentes, et l'une d'entre elles, on va l'appeler masse. Et il se fait qu'il n'existe pas de propriété du type masse qui soit constante, invariante et additif. Additif, ça voudrait dire pas de liaison, pas de U. La masse totale, c'est la masse du premier plus la masse du deuxième. Malheureusement, il n'y a pas de grandeur qui ait ces trois propriétés à la fois. Donc, les physiciens ont choisi de balancer l'additivité. Ils ont dit, tant pis, masse nulle, le tout, masse non nulle. Ça ne s'additionne pas. Ils ont préféré garder la constance et l'invariance. Il faut faire attention si vous lisez de vieilles références, ou même parfois des propos plus récents, en vulgarisation parfois, on parle encore des anciennes notions, des notions du temps d'Einstein, où la masse était définie différemment. À cette époque-là, la masse était vue comme constante, additive, mais pas invariante. Et donc on a changé. Alors pourquoi on a changé? Mais pour deux raisons. D'abord, celle que je vous ai donnée. On préfère une masse qui soit constante et invariante. Il y a aussi le lien, comme je l'ai dit, à la mécanique quantique, où cette masse est plus représentative de la grandeur masse qui intervient dans les descriptions des particules atomiques. Et il y a aussi le fait que cette ancienne notion d'Einstein, c'était juste le E égale mc2, même pour des objets en mouvement. Et donc, en réalité, la masse, c'était jamais que l'énergie. C'était l'énergie divisée par une constante, c carré. Donc, à une constante près, c'était la même chose. C'était redondant. Les physiciens n'aiment pas non plus d'avoir deux grandeurs qui représentent la même chose. Les redondances, ils n'aiment pas. Ils préfèrent avoir une nouvelle notion, une autre notion, qui avait d'autres avantages différentes, une notion différente, qu'ils ont appelée masse, et qui avait l'avantage d'être invariante et constante, quitte à perdre l'additivité. Voilà la raison de ce phénomène bizarre. Voilà donc pour l'énergie, et ici les masses, de systèmes composites en relativité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons monter d'un cran de difficulté, parce que nous allons quitter la relativité restreinte, celle que nous avons vue avec son postulat de principe de relativité restreint. Nous allons passer à la relativité générale, qui est nettement plus compliquée, donc nous en donnerons une présentation
très vulgarisé. Je vous remercie.